Aujourd'hui, Inch'Allah, je vais présenter la dépression masquée et les équivalents dépressifs, le concept et l'intérêt. Avant de commencer, j'aimerais bien d'abord remercier la comité organisatrice et professeur Valérie, bien sûr, pour d'abord le choix originel du sujet d'aujourd'hui, ainsi pour les efforts fournis pour l'impact sur la discussion scientifique dans la région de l'Oriental. Merci. Et pour m'avoir invité. Donc, pour commencer, on va parler des objectifs de cette présentation. D'abord, c'est introduire le concept de la dépression masquée, les équivalents dépressifs, explorer les implications pour la pratique médicale, identifier leurs manifestations cliniques et les mécanismes sous-jacents, et discuter de leur intérêt dans la pratique clinique. Pour faire cela, on va suivre un plan, on va définir, parler un peu de l'évolution du concept et son historique, quelques statistiques, puis on va parler de l'importance clinique, les manifestations cliniques, les étiologies, les facteurs de confusion diagnostique, et puis l'intérêt. C'est quoi une dépression masquée? C'est une dépression où les symptômes somatiques ou comportementaux, ils dominent, masquant les symptômes émotionnels classiques, tels que l'humeur dépressive sous-jacente. On peut appeler aussi la dépression signe dépression et la dépression cachée. Les équivalents dépressifs, ce sont des symptômes somatiques tels que la douleur, la fatigue chronique, le reflux alimentaire, qui remplacent les signes classiques de la dépression. C'est quoi la différence entre les deux? La dépression masquée, elle couvre un noyau dépressif sous-jacent détectable. C'est la situation de si on cherche, on trouve. Pour les équivalents dépressifs, ce sont des symptômes somatiques ou comportementaux qui remplacent les signes dépressifs classiques et peuvent évoluer vers une dépression manifeste. Dans les équivalents dépressifs, une recherche classique d'un tableau typique de dépression ne va pas aboutir. Similaire mais pas identique. Là, on va définir quelques concepts qui sont similaires à la dépression masquée, mais ce n'est pas exactement ça. La somatisation, ce sont des patients qui rapportent des symptômes somatiques qui ne peuvent être pleinement justifiés par l'ampleur de la pathologie. La pathologie physique est identifiée. La somatisation peut être aiguë ou chronique, comme être syndrome ou symptôme. La dépression est le trouble le plus fréquent chez ces patients. Deuxième terme, c'est l'hypocondrie, qu'on appelle actuellement la peur excessive d'avoir une maladie grave. C'est une préoccupation irréaliste liée à la peur ou à la conviction d'être atteint d'une maladie grave. Dans l'hypocondrie, l'accent est mis sur cette peur ou croyance irréaliste d'avoir une maladie. Tandis que dans la somatisation, l'accent est mis sur la perception des symptômes ou l'absence de la pathologie physique détectable. Et puis on a les phénomènes de conversion. La caractéristique principale dans les phénomènes de conversion, c'est une perte ou une altération d'une fonction physique, simulant un trouble organique. En revanche, dans la somatisation ou l'hypocondrie, il n'existe pas de véritable altération fonctionnelle, mais plutôt un trouble de la perception ou de la cognition. L'évolution de ce concept de dépression masquée équivalent dépressif est l'historique. En 1682, Sydenham a parlé des symptômes somatiques qui peuvent imiter toutes les maladies organiques. Presque 200 années après, Freud et Breuer ont parlé des symptômes somatiques traduisant une souffrance émotionnelle inconsciente, l'hystérie. Et puis en 1988, Lepowski a formulé le concept de somatisation. Dans son évolution nosographique, du 1er et 5e DSM, il y avait un passage des réactions psychophysiologiques à Somatic Symptom Disorder qui reflète une intégration bio-psychosociale. Pour des études et des données clés, en premier, il y avait des études qui ont trouvé que jusqu'à 50% des dépressions diagnostiquées en médecine générale sont masquées. Le diagnostic souvent est retardé dans 30 à 50% des cas qui ne sont pas identifiés correctement dans les soins primaires. Cela veut dire que presque le 1/4 des dépressions dans les soins primaires ne sont pas diagnostiquées à temps.
Le projet de Landby, qui était en Suède, qui a duré 25 ans sur 3000 sujets, parmi ses conclusions, qui étaient la majorité des suicides associés à une dépression étaient précédés par des plaintes somatiques. Quelques années après, il y avait des études canadiennes et américaines qui ont parlé de 76% des patients dépressifs consultent d'abord pour des symptômes somatiques et consultent pas des psychiatres, mais surtout au niveau des soins primaires. Seulement 30 à 40% de ces patients reçoivent un traitement approprié. L'importance clinique. D'où vient l'importance clinique de la dépression masquée? D'abord de sa fréquence chez les patients consultant en médecine générale, en gériatrie, toutes les spécialités médicales. Souvent méconnues, entraînant des retards de diagnostic et de traitement. Cela va exposer les patients à des tests qui sont inutiles et invasifs, ainsi que l'augmentation du coût de la santé et des complications psychiatriques telles que le suicide. C'est quoi les manifestations cliniques somatiques surtout? On va parler des masques. Les masques sont différents. La dépression peut être masquée par d'autres troubles psychiatriques, tels que les obsessions, les phobies, l'anxiété, les syndromes pseudo-démentiels, comme elle peut être masquée par un usage de substances ou un alcoolisme. Elle peut être masquée également par des troubles comportementaux, l'hostilité, l'agressivité, le fléchissement scolaire, les comportements psychopathiques. Et puis, on a les masques qui sont somatiques, qui sont la star d'aujourd'hui. Les symptômes somatiques de la dépression peuvent imiter pratiquement toutes les maladies organiques. L'exemple des syndromes de douleurs chroniques, les céphalées, les douleurs faciales atypiques, entre autres. Les symptômes cardiaques, les douleurs thoraciques, la tachycardie, les sensations de constriction. Les symptômes gastro-intestinaux, sécheresse buccale, les diarrhées, les vomissements, la constipation. On peut avoir aussi des troubles génito-urinaires et sexuels. On peut avoir des symptômes neurologiques, même des perturbations des sens, de la vision, du goût, de l'odorat. Et puis des symptômes généraux comme la faiblesse, la fatigue et l'épuisement. Mais il est masqué pour qui cette dépression? Un syndrome dépressif typique peut être masqué non seulement aux yeux des médecins, mais également à la conscience du patient lui-même. Ce dernier, ne se reconnaissant ni dépressif ni mélancolique, peut même s'afficher en apparence joviale. Cette particularité donne naissance au concept de la dépression souriante. Il arrive toutefois que le patient admette ressentir une forme de dépression qu'il attribue alors à ses inconforts physiques. Donc en réponse à la question, elle est masquée pour qui? Elle est masquée essentiellement aux yeux des médecins, mais également à la conscience des patients. Il y a certains patients qui reconnaissent les symptômes dépressifs, mais pas l'origine dépressive, et les attribuent alors à des inconforts physiques. Pour les étiologies. Donc, la dépression masquée, c'est un trouble qui est biopsychosocial et d'origine multifactorielle. Le terme de dépression masquée ne précise pas la nature du trouble dépressif concerné. Ça veut dire, on sait qu'il y a plusieurs troubles d'humeur type dépressif. Tous ces types-là peuvent être masqués. Plusieurs modèles ont été proposés pour expliquer le processus de somatisation dans les états dépressifs. Ces modèles n'excluent pas nécessairement les uns les autres, mais s'avèrent plutôt complémentaires. Donc, on a des modèles complémentaires qui vont participer dans l'origine multifactorielle d'un trouble biopsychosocial. Le premier modèle, c'est le modèle cognitif, qui suggère une incapacité à percevoir ou verbaliser les symptômes affectifs et idéatifs de la dépression. Cette incapacité pourrait être liée à un déficit neuropsychologique. Le deuxième modèle, c'est le modèle familial. Le futur somatiseur a grandi dans un environnement où, dès son enfance, il a appris à ne pas percevoir ni exprimer ses émotions. Des expériences précoces telles que des maladies dans la famille ou l'usage stratégique des plantes somatiques peuvent servir de modèle d'identification. Les bénéfices émotionnels obtenus dans l'enfance grâce à une maladie physique peuvent également renforcer les tendances à la somatisation à l'âge adulte. L'exemple sont les familles alexithymiques. Qu'est-ce que ça veut dire une alexithymie? A, c'est pour absence, lexis, c'est pour parole, et thymique, ça vient de thymos, qui est l'humeur. Le terme signifie une difficulté à identifier,
à comprendre et à exprimer ses propres émotions ou celles des autres. Les origines sont multiples, mais essentiellement on a l'origine neurologique qui est en premier. C'est un dysfonctionnement ou une immaturité de certaines régions cérébrales, telles que l'amygdale ou le cortex préfrontal. On a aussi les traumatismes psychiques à l'enfance. Et parmi aussi les origines, on a la culture et la famille. Donc, c'est comme un cycle vicieux. Quelqu'un qui a grandi dans une famille alexithymique, pas forcément, pas nécessairement, mais très probablement va devenir une personne qui est alexithymique. Un autre modèle, c'est le modèle psychodynamique. Le patient, il réprime ses émotions depuis son enfance, cherchant à maintenir une image de soi fondée sur l'indépendance, l'activité et l'altruisme. La différence entre l'enfant dans le modèle psychodynamique et celui dans le modèle qui est familial, c'est que là, c'est l'enfant lui-même qui a ses émotions qui sont réprimées, pas son entourage. La dépression, elle est perçue comme une faiblesse, mais les symptômes somatiques jugés plus acceptables sont amplifiés. Ces individus ont souvent des traits obsessionnels, comme le perfectionnisme, l'autocritique, la rigidité, l'intolérance à l'échec. Pour eux, être déprimé reviendrait à perdre leur dignité. Ils estiment ne pas mériter d'être tristes ou vulnérables et masquent ainsi leur dépression. Ici, le terme mériter n'est pas utilisé pour signifier qu'ils méritent mieux, mais plutôt ils n'ont pas droit d'être tristes. Et puis on a le modèle qui est socioculturel. Dans certaines cultures et sociétés, il n'existe pas de terme pour décrire les émotions. Les perceptions somatiques et affectives ne sont pas différenciées et la reconnaissance et même l'expression des émotions sont découragées, contrairement à l'expression somatique de la détresse, qui est perçue comme légitime. L'exemple le plus simple, c'est notre région. Il y a des parties de la région orientale où ce n'est pas encouragé d'exprimer ses émotions. Ça peut expliquer pourquoi on voit toujours beaucoup de dépressions masquées. Et puis, c'est quoi le rôle du système médical dans l'étiologie d'une dépression masquée? Premièrement, on a une perception sociale du problème physique. Sous influence socioculturelle, même les médecins peuvent considérer les troubles physiques comme plus honorables que les troubles psychologiques. On a le rôle du médecin et du système de soins comme un système de support, particulièrement en absence du système familial ou relations de soutien. Ce sont des patients qui inconsciemment cherchent des nouvelles familles. Et puis on a la négligence du diagnostic de la dépression, soit par l'absence de questionnement ou par un questionnement qui n'est pas empathique sur l'état psychologique du patient peut entraîner un diagnostic manqué. Donc, la dépression masquée et les équivalents dépressifs ont une origine multifactorielle, formant ainsi un continuum allant de la dénégation consciente de la dépression jusqu'à l'incapacité totale de percevoir ces symptômes. Parmi les facteurs de confusion diagnostique, on peut avoir la sous-discussion dans la littérature. Le concept de la dépression masquée n'a pas été suffisamment abordé dans la littérature scientifique. Mais on a aussi la formation médicale. Les médecins non psychiatres, ils reçoivent une formation en nosologie psychiatrique dans des environnements psychiatriques où les patients sont pleinement conscients des symptômes psychologiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les médecins qui ne sont pas psychiatres, ils n'ont pas malheureusement assez d'outils pour aider les patients pour reconnaître leurs propres émotions. Puis on a la conspiration médecin-patient. C'est une forme de complicité pour cacher les problèmes psychosociaux derrière les symptômes médicaux. De nombreux médecins eux-mêmes sont des somatiseurs. Les études médicales ne protègent pas d'une famille alexithymique ou d'un milieu socioculturel qui ne favorise pas l'expression émotionnelle. Ces médecins qui sont eux-mêmes des somatiseurs, ils privilègent la recherche et le diagnostic du trouble somatique en détriment des problèmes psychosociaux. Et puis on a la distinction floue entre des entités, comme la dépression masquée et la somatisation, entre dépression masquée et la conversion,
ou entre la dépression masquée et la peur excessive d'avoir une maladie grave ou l'hypocondrie. Cela décourage les médecins qui ne sont pas spécialistes en psychiatrie. Donc l'intérêt. En quoi la dépression masquée et ses équivalents dépressifs méritent-ils notre attention? Bien que la dépression masquée et les équivalents dépressifs ne figurent pas dans la classification psychiatrique actuelle, ils conservent une importance majeure dans la pratique médicale contemporaine. La dépression masquée demeure sous-diagnostiquée, mal comprise, ce qui justifie l'intégration d'une approche bio-psychosociale pour ne pas manquer un diagnostic crucial. Un diagnostic est finalement un diagnostic précoce, une prise en charge adaptée permettent non seulement de prévenir les complications graves comme la chronicité ou le suicide, mais aussi de réduire les coûts liés aux consultations et aux examens médicaux répétés. Et merci.